Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de ça. Bon, c'est le Vince du futur qui est en train de monter cette vidéo. Je voulais juste faire un gros disclaimer avant toute chose. Cette vidéo parle de Mac. Cette vidéo ne s'adresse pas aux utilisateurs d'ordinateurs Windows. Un PC, c'est un Mac aussi. C'est un personal computer. Donc si t'es pas intéressé par Apple, tu peux zapper cette vidéo. Si tu es anti-Apple, je vois pas pourquoi tu irais te farcir une vidéo sur les Macs, ça me paraît totalement délirant. Oui, il y a moins cher, oui, macOS est un OS fermé ou ce que tu veux. Et oui, pourtant, plein de gens adorent cet OS, j'en fais partie, j'en connais plein, et c'est difficile de s'en passer, surtout quand tu utilises un logiciel comme Logic Pro, qui en l'occurrence n'est disponible que sur Mac. Voilà, et je ne parlerai pas non plus des Hackintosh, qui restent quand même catégorie un peu à part, qui sont intéressants mais qui n'ont pas autant de simplicité que peut l'avoir un ordinateur déjà tout fait par Apple. C'est Diablerie. Bref, chacun son ordi, chacun sa vision des choses. Tant que toi tu t'y retrouves, c'est très bien. Et juste, fais pas chier ceux qui sont prêts à mettre un peu plus cher dans leur ordi juste pour être tranquille ou juste pour utiliser tel ou tel support. Tu vas voir que cette vidéo est assez particulière puisque je parle d'un vieil ordi. Et surtout, reste bien jusqu'au bout. Waouh, le spoiler! Le teaser, Vince, le teaser. Parce que je te montre tout, je te montre un petit peu mon choix, mes décisions, combien ça m'a coûté. J'ai même pris le temps de faire quelques petits tests réels, benchmark, etc. vraiment spécifiques à Logic. Donc voilà, l'idée c'est pour moi d'avoir la machine ultime pour mes usages, pour Logic Pro 10. Et ben voilà, ceci étant dit, c'est parti pour la vidéo. Ça, c'est mon nouvel ancien ordinateur. C'est un Mac Pro de 2013. On est en 2020. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, c'est encore un bon choix que d'avoir investi dans cette machine-là plutôt que dans un ordinateur plus récent, dans un Mac plus récent. On va se le mettre ici. C'est quand même un assez bel objet. La beauté, hein, c'est relatif. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Dans la vidéo précédente, je te parlais de la difficulté qu'on a pour choisir un ordinateur chez Apple, pour de multiples raisons, les questions d'obsolescence programmée, les questions de puissance, les questions de ne pas pouvoir réparer sa machine soi-même, les questions de ne pas pouvoir la faire évoluer aussi, les questions de bruit, les questions de problèmes thermiques, puis aussi, je pense que c'est la question centrale, c'est une question de connaître ses usages. Parce qu'en fait, c'est de là que tout part. C'est pas juste succomber aux sirènes, on va dire, de la société de consommation. Voir qu'il y a un nouveau Mac qui est sorti ou je sais pas quoi et ça fait 2-3 ans qu'on a le même ordi machin et qu'on se dit le petit surplus de puissance machin ça pourrait m'être utile. Oui, ça peut être utile mais en fait il faut vraiment bien réfléchir à ses usages. Pour moi c'est la question centrale. C'est donc être un peu objectif en fait avec nos besoins en informatique, c'est-à-dire qu'est-ce que j'utilise concrètement de mon ordinateur, avec quels outils en fait je bosse et de quoi j'ai besoin concrètement pour bosser, pour faire ma musique en l'occurrence, puisque il est question pour nos productions musicales. Et du coup, quand on met ça dans la balance, il faut un petit peu redescendre sur terre, c'est-à-dire que les besoins pour la production musicale, c'est quoi? C'est d'avoir une machine assez performante, certes, mais surtout qui soit capable d'encaisser un petit peu sur la durée des longues sessions, qui soit capable peut-être de charger pas mal d'instruments virtuels, si c'est ce que tu utilises, ou capable de pouvoir enregistrer plusieurs pistes en même temps avec une faible latence, qui soit capable, je sais pas, de gérer des projets plus ou moins gros. Et ça, en fait, c'est propre à chacun. Parce que moi, je peux très bien faire des chansons tranquillement sur un iPad, et ça me va très bien. Et en même temps, en parallèle, j'ai des besoins beaucoup plus gourmands, on va dire, des besoins professionnels, de créer de la musique, on va dire un peu plus, je dirais pas chiadé, parce que c'est pas ça, mais avec des sons beaucoup plus riches, et du coup des banques de sons beaucoup plus lourdes. Et là je parle de trucs type Omnisphere, je parle de trucs type Spitfire Audio, je parle de banques de sons voilà, plutôt cinématiques qui se comptent tout de suite en une dizaine de gigas, voilà. Et
Et du coup, ces instruments samplés là, ça prend beaucoup de place et donc voilà, ça fait partie de mes usages à moi. C'est vraiment important d'identifier ça. Et du coup, moi je suis parti de mes usages et donc j'ai vraiment beaucoup réfléchi. J'ai pesé le pour et le contre. Je suis beaucoup ce qui se fait chez Apple. En fait, moi je suis très déçu de ces dernières années, de ce qui s'est passé chez Apple sur les ordinateurs, puisqu'il y avait vraiment ce sentiment de les gens qui ont vraiment besoin de machines performantes chez Apple, ont été un petit peu délaissés, quoi. Je dirais pas que c'est le cas sur les iPads, qui sont vraiment de très bons outils, mais c'est pas les mêmes usages, encore une fois. Tu peux très bien faire de la musique sur un iPad maintenant de nos jours, de façon très performante, on en a déjà parlé. J'ai composé un album sur un iPad qui tient grave la route, il y a aucun souci, mais c'est derrière, concrètement, dans tes usages plus larges possibles, qu'est-ce que tu fais avec ton ordi? Est-ce que tu es sans arrêt en train de faire de la musique ailleurs que chez toi? Si oui, t'as besoin d'un laptop. Sinon, concrètement, t'as pas besoin d'un laptop. Hormis les quelques moments peut-être en vacances ou les quelques fois où t'es en déplacement, machin. Mais globalement, si t'es le cul vissé dans ton bureau, dans ton studio, dans ton salon à faire ta musique, t'as pas besoin d'un laptop. Et ça, moi par exemple, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Donc j'ai vraiment pesé le pour et le contre de ce point de vue-là. Puis ensuite, quand tu as défini un peu plus tes usages, tu pars à la pêche à la machine qui correspondrait justement à ces usages. Moi, en l'occurrence, il me fallait une machine qui soit relativement véloce, mais surtout qui soit capable d'encaisser de l'instrument virtuel. Voilà, moi c'était surtout ça mes besoins. Mes besoins d'enregistrement audio sont très limités. Je branche une guitare en direct, une basse en direct, je fais des prises de voix les unes après les autres. Ces besoins-là, ils sont pas très gourmands. Et puis de toute façon, l'audio, c'est beaucoup moins gourmand, à moins de faire des traitements en temps réel, etc. Mais l'audio est beaucoup moins gourmand que l'utilisation d'instruments virtuels, de banques de son. Donc une fois que j'avais bien identifié ça, j'ai perdu une lampe, mais c'est pas grave. Et donc une fois que tu as identifié ce dont tu as besoin, il faut regarder un petit peu les questions de budget et puis les questions de ce que tu peux trouver comme machine. Et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire que tu peux avoir le budget nécessaire, et sachant que tu payes un surcoût chez Apple, surcoût qui est compensé par la revente de la machine éventuellement, par différents trucs, mais bon, encore une fois, c'est est-ce que tu es capable de lâcher 2000, 3000 euros dans un laptop pour faire de la musique? Est-ce que c'est réellement nécessaire? Pas nécessairement. En tout cas, moi, c'est la question qui s'est posée. J'avais la capacité financière d'investir, parce que pour moi, c'est un investissement dans un outil de travail performant, et je m'étais dit, je peux mettre jusqu'à 3000 euros. 3000-ish, quoi. 3200, voilà. Et c'était déjà énorme, je trouve. Et du coup, je me posais la question, finalement, qu'est-ce que j'ai pour 3000 euros chez Apple en neuf? J'avais quoi? J'avais un MacBook Pro 16 pouces, avec 32 Go de RAM, un Core i9 et 1 Tera de SSD. Et des très bonnes machines, mais qui ont ces soucis d'être très bruyantes, en fait, qui soufflent beaucoup, continuellement, en fait. Même si elles soufflent moins que les versions précédentes ou que cela, ça reste des laptops. On va pas refaire la vidéo précédente. Et du coup, à partir de là, j'avais soit ça, soit des iMac, soit des Mac mini. Voilà. Moi, j'avais besoin un petit peu d'avoir un tant soit peu de carte graphique dans mon ordinateur, parce que je fais des petits montages vidéo, pour cette chaîne notamment. Et donc, ça, c'est quand même un besoin. Et pour moi, le Mac mini, voilà, ne correspondait pas à ces besoins, et surtout, il y a vraiment une question éthique qui s'est posée dans mon choix de machine. En fait, j'en avais marre de la politique d'Apple, du tout soudé. Et donc, j'avais besoin d'une machine qu'on puisse ouvrir, et dans laquelle, finalement, on puisse, par exemple, changer la RAM, comme c'est le cas ici, pouvoir changer le SSD, comme c'est le cas ici. Tu vois, il y a une vis à enlever, alors évidemment, c'est du Apple, donc il y a le petit adaptateur pour mettre ton disque NVMe. Voilà, et j'ai même pu, sur cette machine, changer le processeur. Et ça, je l'ai fait moi-même, sans de grandes compétences spécifiques, ok? Et du coup, pour moi, l'une des raisons qui a orienté ce choix, c'est que j'avais envie, éthiquement, en fait, d'avoir une machine que j'étais capable moi-même de réparer. Ou en tout cas, que je pouvais éventuellement emmener chez un réparateur qui ne s'arrache pas les cheveux, parce que en fait, de nos jours, comme tout est soudé sur la carte mère, à moins de trouver un bon réparateur qui a une station machin de soudage avec un microscope, etc., et qui soit capable finalement de pouvoir réparer ça,
Comme si tu es un peu anglophone, tu peux regarder les vidéos de Louis Rossmann, qui est un réparateur new-yorkais, qui chie sur Apple continuellement, machin. Mais bon, en même temps, c'est grâce à ça qu'il fait monter sa chaîne, et en fait, le gros de son business, c'est qu'il répare des Macs. Bref, mais tu te rends bien compte que même chez les spécialistes, c'est compliqué de réparer des machines Apple. Parce qu'Apple a cette politique de verrouiller le truc, de faire des pièces propriétaires, de pas forcément balancer les schémas de réparation, etc. Donc voilà, pour t'obliger à aller en Apple Store, pour t'obliger à lâcher 900 € pour remplacer ta carte mère, pour t'inciter en fait à acheter un ordinateur neuf, parce que bon bah voilà, mon ordinateur il a 4 ans, la carte mère elle est grillée, ça me coûte 1000 €. Ah bah peut-être que si je mets 2000 €, j'ai un ordi neuf. Voilà. Et encore une fois, c'est l'espèce de cycle infernal où on consomme des choses dont on n'a pas forcément besoin. Moi, j'avais pas envie de tomber là-dedans. Et puis, mon MacBook Pro de 2017 m'a un peu vacciné avec les petits pépins que j'ai eus. Et du coup, moi, j'avais vraiment envie de partir du coup sur soit un Mac mini, mais il n'y avait pas de carte graphique. J'aurais pu en rajouter une en externe, mais tout de suite, ça augmentait le form factor, la taille du boîtier. Chez moi, il était hors de question de mettre une grosse tour, parce que voilà, j'ai pas la place et j'avais pas envie de ça. Et du coup, l'iMac, pareil, j'avais pas envie d'avoir une machine fermée. Si t'as un bug avec l'écran, ben, t'as plus d'ordi. Restait donc, des machines d'occasion, et en l'occurrence, le bon vieux Mac Pro poubelle. Et ce Mac Pro poubelle, c'est une version donc de 2013. Et en fait, c'est des Macs qui sont vendus entre 2013 et 2018, je crois, et qu'Apple n'a jamais fait évoluer. Alors, ils avaient enlevé, je crois, le tout premier de la gamme, ils l'avaient supprimé du catalogue, ils avaient baissé un tout petit peu les prix, mais c'est des machines qui se vendaient encore il y a 2 ans, dans les 4000 €, je crois, hein, et des machines pas très puissantes, entre guillemets, comparées à ce qu'on pouvait trouver pour le même prix, encore une fois, voilà, en 2018. Effectivement, parce que ce sont des machines donc qui ont maintenant 7 ans, sauf qu'il faut comprendre qu'il y a 7 ans, c'était le top du top de ce qu'Apple était capable de proposer pour les professionnels. Hein. C'est des machines vendues très cher, qui, si tu veux, n'ont pas fonctionné pour une raison principale, c'est qu'elles n'ont pas convenu aux monteurs vidéo, enfin aux gens qui bossaient dans la vidéo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une architecture un peu particulière, donc c'est un cylindre, et dans ce cylindre, tu as... Alors, ça se voit pas forcément, mais c'est un triangle. Là, tu as une face, ok ? Là, tu as une face, et derrière, tu as une face. En gros, c'est un triangle comme ça qui est dedans, autour d'un gros, pas d'un ventilateur, d'un gros, je sais plus comment on dit, voilà, le truc métallique qui conduit la chaleur. Et juste en haut, là, ici, ça, c'est un gros ventilateur. Et en gros, l'architecture, c'est que l'air est aspiré en dessous et remonte au-dessus. Et du coup, ça te fait un tout petit truc tout tiède qui souffle un petit air chaud comme ça, et qui fonctionne bien pour des usages modérés. Mais en fait, quand t'envoies de la carte graphique à gogo, sachant qu'il y a 2 cartes graphiques, une qui fait fonctionner l'écran, l'autre qui fait le graphisme, tes calculs, etc. Sachant que voilà, quand tu envoies vraiment du graphisme et des rendus et tout, ça fait chauffer la bête. Et en fait, t'atteins les limitations du truc, qui sont que malheureusement, voilà, c'est très compact. Honnêtement, c'est un bijou pour les ingénieurs, je trouve. Après, on pourra dire, on s'en fout de comment c'est beau à l'intérieur un ordi ou quand c'est bien foutu, mais vraiment, ça se démonte beaucoup plus facilement que ça en a l'air. Hein. C'est très très bien foutu, tout est symétrique, etc. Et surtout, en gros, tu peux pas rajouter quoi que ce soit. Tu peux changer des pièces, tu peux changer la RAM, comme je te l'ai dit, tu peux changer le processeur qui n'est pas soudé, tu peux changer le disque dur, mais il y a un seul slot de disque dur, et puis surtout tu peux pas changer la carte graphique. Toutes ces raisons font qu'en fait les pros, notamment les pros de l'image, ont complètement délaissé cette machine au profit en fait de machines avec une seule grosse carte graphique. Voilà, l'architecture à 2 cartes graphiques, c'était un pari d'Apple, comme ils en font parfois, et ça n'a pas fonctionné. Cette machine-là, moi je l'ai vue par contre dans des studios professionnels faire tourner des grosses sessions, et des grosses sessions sans broncher, et justement avec pas mal de gens qui étaient finalement plutôt satisfaits pour leurs usages. Évidemment, ils avaient payé un ordinateur 4000 €, 5000 €. Ils étaient quand même contents que ça marche, et surtout ça marche en silence en fait, parce que pour de l'audio, les besoins sont vraiment très très raisonnables comparativement au montage vidéo. C'est une vieille machine, mais ça veut pas dire qu'elle est pas capable en fait. C'est pas parce que cette machine a 7 ans, il faut bien se rendre compte qu'il y a 7 ans, c'était en 2013, 2014, je veux dire, en termes d'informatique, c'était pas le Moyen-Âge, quoi. C'était pas les années 90, voire avant.
Et en fait, il y a des bêtes d'albums qui ont été composés, mixés sur ce genre de machine. Et pour moi, en fait, c'est ça un peu la morale de tout ça, de cette quête d'ordinateur, c'est qu'elle est presque philosophique et presque éthique derrière, sans même dire politique, mais c'est que est-ce qu'on a réellement besoin justement d'acheter quelque chose de neuf? Est-ce qu'on a réellement besoin de sans arrêt renouveler le matériel? Moi, c'est quelque chose qui me titille sans arrêt, parce que voilà, je suis l'actualité notamment de ce qui se fait chez Apple. Ils ont le don pour bien marketer leurs produits, pour te faire envie, et puis il y a toujours un truc qui va pas dans ta machine que t'aimerais bien changer, le petit truc en plus, t'as pas assez de RAM mais tu peux pas la changer toi, ou ah putain, si j'avais 2 cœurs supplémentaires, ma machine tournerait quand même beaucoup mieux, ce qui est vrai, mais voilà, ce qui fondamentalement en fait t'empêche pas de faire de la musique. Et en 2014, si tu veux, il a fait plein de musique. C'était vraiment il y a pas si longtemps en fait. Et si tu veux, en quelques années, certes la puissance informatique a encore augmenté, c'est les fameuses lois de Moore, mais les usages en tant que tels n'ont pas beaucoup plus progressé que ça. En fait, les grosses banques de sons prennent toujours beaucoup de place, il y en a de plus en plus. C'est juste, voilà, c'est l'offre qui s'est beaucoup étoffée. Il y a plus de synthétiseurs, il y a plus de VST, il y a plus de banques de sons. Mais en soi, ils sont pas énormément plus gourmands qu'ils ne l'étaient déjà en 2014. Ah, et on pourra toujours trouver des contradictions à redire à ça, hein, t'hésites pas à me le dire dans les commentaires, hein, mais je trouve qu'en tout cas de mon point de vue, et là je le vois très bien à l'usage, voilà, c'est une machine, elle bronche pas, quoi. Il n'y a aucun problème. Alors cette machine, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Cette machine, je l'ai achetée, c'était un 6 cœurs avec le SSD d'origine, 256 Go et 16 Go de RAM. Donc c'est une machine que j'ai achetée sur eBay, donc à Londres, hein, qui était vendue 1400, je crois. Et en fait, il y a pas mal de Mac Pro de ce type-là en occasion, en Angleterre, en tout cas à Londres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui bossent dans des studios, dans des trucs de créatifs, etc. Et du coup, récemment, sont sortis les nouveaux Mac Pro 2019, qui coûtent très cher, qui sont le retour à ce modèle standard de tour, etc. Et donc, pas mal de gens, finalement, attendaient enfin de pouvoir changer de matériel sans forcément switcher sur un Hackintosh, qui est quand même plus compliqué qu'il n'y paraît pour maintenir une vraie machine de travail sur laquelle t'as pas envie de te prendre la tête, c'est surtout ça. Ou passer à Windows qui t'oblige à changer ton workflow, éventuellement changer tes logiciels, bref. C'est pas forcément le bon move pour les professionnels ou les avertis qui ont leurs habitudes de travail. Donc, 6 cœurs, 256 Go, 16 Go de RAM. Cette machine-là, je vais aller enlever mon pain. Maintenant, pouvoir jouer au juste prix qui vous est présenté par Philippe Risoli. Merci beaucoup, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Juste Prix. Alors cette machine-là, donc, je l'ai achetée d'occasion, 1100 livres. Le mec était pressé de la vendre, sachant qu'il y a beaucoup d'occasions, comme je te l'ai dit. Et donc, en fait, ces machines-là sont un peu collector aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment un one-shot de la part d'Apple, un échec, en fait, de ce point de vue-là. Et donc, il y a pas mal de machines à vendre, et en fait, elles sont encore vendues très chères. Pourquoi? Parce que certains les ont achetées neuves, il y a 2, 3, 4 ans, à des tarifs vraiment très élevés. Et donc ça fait mal au cul de brader une machine que tu as acheté peut-être 5000 € il y a 3 ou 4 ans, parce qu'il n'y avait rien d'autre proposé chez Apple, et de devoir la revendre 1000 balles, 1200 balles, voilà, ça fait un peu mal. Donc il y a toujours cette idée de les machines Apple se revendent plus cher en occasion. Et donc c'est le cas, il y avait beaucoup d'occasions plutôt dans les 1006, 1008, et après ça s'envole. Tu trouves des machines bien upgradées à 3000 € et tout, mais c'est vraiment pas un bon move. Donc voilà, moi j'ai pris mon temps sur eBay, j'ai trouvé un truc, etc. J'ai un peu négocié avec le mec. Donc 1100 livres, je vais parler en livres, hein. 1100 livres, une machine déjà relativement capable. Hein. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai acheté en séparé, donc un SSD d'1 Tera NVMe, 64 Go de RAM et un autre processeur, c'est un Xeon E5 2690 V2, c'est un 10 core 3 GHz. C'est une machine, tu peux la monter jusqu'à un 12 corps de 2,7 GHz. Voilà, j'ai préféré réduire un tout petit peu le nombre de cœurs et avoir un petit peu plus de vitesse de base. Je trouve que c'est le bon compromis. 10 cœurs, donc c'est 20 cœurs virtuels reconnus par Logic.
64 Go de RAM, faut les remplir, et 1 Tera de SSD, histoire d'être un petit peu confort, sachant que toutes mes banques de sons sont sur un SSD externe, mes projets, la plupart du temps, je les bosse sur un SSD externe. Donc voilà, c'est juste un gain de confort, histoire d'être tranquille pour un moment, sachant qu'à la base, je venais d'un MacBook Pro 256 Go de SSD et 8 Go de RAM. Donc bon, là le gap est énorme. Alors évidemment, c'est une vieille machine, ça a quand même quelques inconvénients, il faut en parler. Comme c'est une vieille machine, tu n'as pas toutes les dernières technologies en fait que tu peux avoir dans certains composants, notamment dans les processeurs Intel, qui ont rajouté des choses pour le graphisme, pour l'encodage, décodage vidéo, des choses qui font qu'effectivement sur certaines tâches assez spécifiques, notamment de vidéo, effectivement mon MacBook Pro va être plus véloce finalement que cette machine-là, mais c'est des usages vraiment hyper spécifiques. J'ai fait quelques tests d'encodage vidéo, de compression vidéo, notamment sur Handbrake, je sais pas si tu connais. Voilà, là, le fait d'avoir 10 cœurs à 3 GHz, un truc qui ventile bien, si tu veux, c'est sans commune mesure, quoi. Et du coup, ça me permet de compresser, je sais pas, 30 minutes de vidéo en peut-être 10 minutes, quelque chose qui, moi, m'aurait pris 2-3 heures sur mon laptop, et le laptop en mode soufflerie, plus capable de rien faire, voilà. Donc effectivement, tu n'as pas toutes les dernières technologies. L'autre question vraiment à te poser, c'est la question des mises à jour. Et c'est là où c'est un peu tricky. C'est là où c'est un peu tricky, notamment d'acheter les vieilles tours, les vieux Mac Pro. Tu peux très bien le faire. Tu vas trouver des machines de guerre pour 500 €. Honnêtement, voilà, tu peux même tout upgrader dedans, foutre des gros disques durs de 3 pouces, faire des RAID, faire tout ce que tu veux dedans. Le problème, c'est que tu as une limitation qui fait que, en fait, cette machine-là, elle est passée en mode obsolète par Apple. Qu'en fait, Apple ne supporte plus cette machine. En gros, tu ne peux plus installer Catalina dessus, enfin, toutes les dernières mises à jour, etc. Ça va plus être possible. Et du coup, par exemple, s'il y a un Logic 10.5, voire même un Logic 11 qui sort, vraisemblablement, en général, c'est la stratégie de coup de pute d'Apple, voilà, qui vont t'obliger, si tu veux, à mettre à jour ton système pour pouvoir installer la dernière version du logiciel que tu utilises. Et manque de bol, si tu as une trop vieille machine, tu pourras pas installer la dernière version de macOS, et donc tu pourras pas installer la dernière version, en l'occurrence de Logic. Voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Sur ces machines-là, c'est un petit peu paradoxal, un peu différent. C'est que ce sont des vieilles machines qui n'ont pas été mises à jour par Apple, mais qui étaient vendues encore dans l'Apple Store il y a encore pas si longtemps que ça. Et au moment où même l'iMac Pro est sorti, je crois qu'ils vendaient toujours cette machine et qu'ils ont arrêté de la vendre, je crois en 2018, quelque chose comme ça, faudrait vérifier. Mais du coup, on peut partir du principe que c'est une machine qui va être encore supportée par Apple. C'est-à-dire que tu peux très bien encore aller la faire réparer par Apple. Tu peux encore très bien avoir les mises à jour de macOS. Tu peux faire tourner Catalina dessus sans problème. C'est pas mon cas, j'ai cloné moi mon disque dur de mon MacBook pour le mettre dedans, comme ça j'ai rien perdu. Mais globalement, tu peux installer Catalina. Il était installé de base dessus par le mec qui me l'a vendu. Ça tourne, il n'y a pas de problème. Comme la machine était encore vendue il y a 2 ans par Apple, tu peux encore espérer 4, 5, 6 ans de mise à jour sur cette machine. Et donc, en termes de pérennité, c'est pas mal, quoi. On peut se dire que peut-être qu'elle sera encore d'attaque dans 4 ans et elle sera encore vaillante. Et moi, je pense même qu'elle sera encore vaillante dans bien plus de temps que ça. Évidemment, c'est juste une question de est-ce que j'aurais besoin de la dernière version de macOS, est-ce que j'aurais besoin de la dernière version de Logic Pro, de Final Cut, des logiciels Apple, spécifiques Apple, vraiment intramuros, que j'utilise. Voilà, ça c'est quand même une question à avoir en tête au moment d'acheter une machine d'occasion. Et puis, moi je trouve que c'est moins risqué d'acheter une machine comme ça, pour plusieurs raisons. Déjà parce que tu peux changer les pièces, et donc forcément, si la machine elle a beaucoup tourné, par exemple tu l'achètes à, je sais pas, un studio professionnel qui l'a fait tourner H24 pendant plusieurs mois, parce que c'est des Xeon, donc c'est vraiment des processeurs, de la RAM de serveur, etc. Donc c'est quand même des pièces faites pour tourner. Seulement, voilà, forcément il y a nécessairement un peu plus d'usure que si c'était chez un particulier dans un coin et que finalement il s'en servait vraiment à un tout petit potentiel. Ce qui est le cas de la machine que j'ai achetée, hein. On a un peu discuté avec le mec.
Et voilà, le gars il a un peu bossé dans l'informatique et tout, il a un peu bossé avec cette machine, mais vraiment sans plus. Et puis il était repassé sur Windows, etc. Donc en fait sa machine elle dormait depuis un moment. Et honnêtement, voilà, je l'ai un peu ouverte, j'ai regardé un peu. Il y a pas vraiment de traces d'usure plus que ça. Le truc est encore bien clean, quoi. Il a pas beaucoup pris la poussière. Peut-être qu'il l'avait nettoyé, mais il y avait quand même un peu de poussière, etc. Et il y avait pas grand chose, quoi. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à avoir en tête, quoi. Et donc à l'usage, cette machine, à l'usage, honnêtement, c'est un bonbon. Alors évidemment, c'est pas la plus rapide. La RAM n'est pas très rapide, donc en fait, les temps de chargement, notamment pour les banques de samples, vont être un tout petit peu longs. Par contre, ça les charge. Et derrière, tu peux vraiment t'éclater, quoi. Une fois que c'est chargé une fois, tu dupliques, tu changes le preset, le machin, ça va assez vite. Donc, à l'usage, c'est pas ultra nerveux, c'est-à-dire que tu vas avoir des petits temps de latence parfois quand tu charges quelque chose, une banque de son, certains trucs comme ça. Mais sinon, au-delà de ça, ça ronronne, quoi. Et surtout, c'est silencieux. C'est silencieux, tu peux vraiment ouvrir pas mal de gros trucs gourmands. Là, je le fais tourner à 64, 128 de buffer size. Donc en fait, il mange bien j'ai encore de la marge si tu veux. Et à 128, si tu veux, il bronche pas, quoi. C'est stable. Ah, il bronche pas, il fait le café. Et moi, en fait, c'est ce que j'attendais de ce truc-là. Donc, une machine qui m'a coûté 1500 livres, 600, 1700 euros, ça dépend un peu du cours. On pourrait se dire que c'est encore très cher pour une machine d'occasion. Oui, mais moi, j'ai des besoins spécifiques. C'est un outil de travail, c'est un investissement. Ça pèse son poids, mais c'est transportable, mine de rien. Ça fait dans les 4 kilos. Mais tu pourrais très bien voir ça dans une valise, honnêtement. C'est lourd, hein, mais ça le fait, quoi. Ça le fait. T'as de la connectique. Je vais pas te faire les trucs techniques, hein. Il y a ce qu'il faut, c'est les vieilles connectiques. Donc c'est du vieux Thunderbolt. C'est de l'USB. Voilà, il y a pas de carte SD. Bon, ça, je m'en bats un peu les couilles. Il y a très peu de benchmarks et de vidéos en fait dédiées, si tu veux, à la puissance des ordinateurs spécifiques, par exemple pour Logic Pro. Du coup, voilà, je me suis permis de faire un test. Donc tu peux trouver un New Logic Benchmark. En gros, c'est un projet avec 200 pistes, je crois, en MIDI, avec le synthé Sculpture et différents plugins en insert. Donc il n'y a pas d'auxiliaire et ça te permet un peu de mesurer la puissance brute de ton ordi rapport à Logic. Et j'ai mis la taille du buffer de traitement en moyen. Ça va vachement dépendre des capacités multicœurs, puisque Logic les exploite quand même à peu près bien, d'une manière générale. Mais donc voilà, pour 50 pistes, on est à peu près à la moitié de la puissance. Donc on a encore une bonne marge. À 70 pistes, tu vois qu'on est à peu près pareil, à 75%, en gros, ça monte un petit peu. Et puis en fait, le palier va être plutôt autour des 100 pistes. Voilà, et en augmentant la taille du buffer, j'arrive à un palier max d'environ 115 pistes. Tu vois, là, 114, c'est un peu dépendant. Je peux en remettre en cours de lecture, je peux en réactiver. Mais voilà un petit peu pour le projet. Sachant que je te l'ai mis dans ton espace de ressources, hein, si tu n'es pas abonné à la newsletter, tu as plein de projets, plein de guides gratuits, c'est le lien dans la description et je t'ai mis ce projet-là dans le truc à télécharger, hein, c'est pas du vol, hein, il est disponible librement. Et du coup, j'ai fait un autre test avec des Spitfire Audio cette fois-ci, donc j'ai chargé toujours dans Logic 10.5 des Albion, donc Albion One, les strings. Donc j'en ai mis 50 là, tu vois, qui jouent une petite suite d'accords. Et on arrive à 25%, tu vois, et encore, hein, tout n'est pas utilisé au taquet. J'ai l'impression que le dernier fil de calcul est réservé pour le bus master, mais je pourrais me tromper. Voilà, et tu vois qu'on a chargé avec 50 trucs, on est à 9 Go de mémoire vive. Donc là, on est sur 50 Albion One. Là, tu vois les températures, on est à 75 degrés à peu près. Ça souffle à 900 tours minute et c'est inaudible, hein. Donc là, ce que j'ai rajouté, en gros, j'ai rajouté 50 instances des Studio Strings, toujours de chez Spitfire Audio. Je crois que c'est ça, comment ça s'appelle ? Spitfire Studio Strings, voilà, c'est des studios, c'est des violons très, très secs. Et là, il y a 50 pistes supplémentaires, donc en plus des Albion.
Donc on a une centaine de pistes orchestrales qui jouent à peu près la même chose, mais cumulées, tu vois, sans bus, sans rien, en direct en insert, et on tape autour des 70%. Et en termes de RAM, je ne l'ai pas affiché, mais j'étais autour des 15 Go de RAM, voilà. Donc sachant que moi j'ai une machine avec 64 Go de RAM, donc autant te dire que je suis vraiment large, quoi. Je peux me permettre de dupliquer sans réfléchir en fait. C'était aussi pour ça que je voulais une machine de ce style-là. Tout ça pour dire, cette machine fonctionne, et moi c'est tout ce que je lui demande en fait. J'ai pas besoin d'avoir le dernier truc à la mode, le dernier truc sorti dans les reviews, parce qu'en fait, c'est un peu ça le piège. Si tu suis les mecs qui font des reviews sur la tech, effectivement, tu regardes, pour les mecs qui font de la vidéo, machin, cette machine-là, elle est complètement obsolète, elle est dépassée pour ces gars-là. Mais pour de la musique, et puis du montage vidéo léger, c'est la carte graphique moyenne gamme. Enfin, franchement, moi pour mes montages, mes jump cuts, mes machins, je fous un luth dessus sur l'image. Tu vois bien mes vidéos, hein, c'est pas Hollywood, hein. Tu vois bien mes vidéos, hein, c'est pas Hollywood, hein. Sachant que par exemple, c'est des machines, ils ont fait le montage et les rendus de Deadpool sur des machines comme ça, ils avaient des machines en série comme ça, ils en ont grillé pas mal, paraît-il, parce que les machines soufflaient de ouf et ça atteint les... Mais voilà, ils ont monté des films à Hollywood avec ce genre de bécane-là, et c'était il y a pas si longtemps que ça. Donc faut vraiment un peu redescendre de ça, et le côté, oui, bah Apple sort des machines tous les ans, machin, mais est-ce qu'on a besoin de la dernière version, ou est-ce que finalement, le meilleur move, c'est pas plutôt de garder un peu son pognon pour d'autres investissements. Moi, en l'occurrence, je me suis fait plaisir sur des banques de sons, sur des instruments virtuels, des trucs cinématiques qui me plaisent bien. Je vais sûrement, peut-être me prendre la suite de chez Output. J'ai investi dans 2-3 trucs chez Spitfire. Et du coup, si tu veux, ce que je perds en objet un peu brillant, au fait que ce soit par exemple un laptop, ok, je vais pas pouvoir aller faire le kéké dans un café, mais globalement, moi, ma musique, mes usages, c'est pouvoir faire des choses un peu orchestrales, un peu chiadées, un peu cinématiques, mais surtout le faire confortablement, le cul posé dans mon salon. Donc pour moi, c'est un très bon move, et je t'invite réellement à considérer cette option-là. Alors j'ai vu en France, les occasions sont plus rares, elles sont plus chères aussi sur cette machine-là. Donc voilà, il faut un petit peu regarder. Si tu peux toujours essayer de le commander à l'étranger, hein, ça se fait. J'ai aidé un pote à commander une machine similaire. Je pense qu'il en est content. A priori, les premiers retours sont bons. Sinon, je te conseille de prendre un Mac Mini récent. Très bonne machine. Évidemment, elles ont des côtés soudés, sauf la RAM, qui reste accessible, mais c'est pas si accessible que ça. Donc voilà. En gros, ça va te coûter plus de 3000 € si tu fais installer le max de RAM, donc les 64 Go comme moi, par Apple et avec 1 Tera de SSD. Ou sinon, en gros, 1750 avec la RAM de base. Et si tu la changes toi-même, tu peux trouver des kits pour, je crois, 350 € pour 64 Go de RAM. Donc en gros, tu vas payer dans les 2100, quelque chose comme ça, pour une machine à peu près équivalente, qui aura 8 cœurs, qui sera sûrement un peu plus véloce, mais voilà, peut-être qu'elle soufflera un petit peu plus. Elle sera un petit peu plus récente en tout cas, mais elle sera quand même environ 400 € plus cher que ce que moi j'ai payé. Ou alors trouver une bonne occasion comme j'ai pu le faire. Mais faut regarder, faut rechercher. Mais intéresse-toi au marché de l'occasion, il y a sûrement plus d'opportunités que tu ne le crois. Et la plupart des utilisateurs de Mac ont tendance quand même à prendre plutôt soin de leur machine, vu qu'elle coûte une blinde à l'achat neuve. Et encore une fois, nous on fait de l'audio, on fait pas du rendu 3D, du machin, et l'audio c'est beaucoup plus basique comme usage en fait. Voilà, et donc, encore une fois, je pense qu'il y a vraiment une question d'éthique à l'heure actuelle sur tout ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin du dernier ordinateur pour faire de la musique à un bon niveau, avec des bons outils? Je suis pas certain. En tout cas, pour moi, ce coup de poker-là, pour le moment, il tient bien la route. Je te ferai peut-être une update dans quelques mois, voire années, si vraiment c'est la panique et tout, mais il n'y a pas de raison, honnêtement. Voilà. Et puis, si jamais il y a un pépin, je pourrais toujours faire réparer le truc. J'ai même vu, tu peux racheter des modules et tout spécifiques en ligne, enfin voilà, chose que tu ne pourras jamais faire avec les derniers laptops. Bon, j'ai essayé d'être le maximum exhaustif, j'ai beaucoup parlé, c'est un sujet vraiment qui m'a pris la tête pendant plusieurs mois, mais vraiment c'était pas qu'une question de budget, hein. Pour le coup, moi j'étais prêt à investir. C'est vraiment ça que je t'invite à considérer, c'est quels sont tes fucking usages, quoi. De quoi tu as réellement besoin pour
faire de la musique. Et globalement, je pense que ce genre de machine-là peut satisfaire 98% des besoins des musiciens que je connais ou que je fréquente, ou avec lesquels je discute. Voilà, c'est tout pour moi. Je t'ai mis en description un petit peu les composants en détail. N'hésite pas à me dire ce que tu penses, toi, de cette machine, si tu penses que c'est un bon move ou au contraire, si tu penses que c'est une hérésie d'acheter une vieille occasion comme ça. En tout cas, je serais curieux d'avoir ton avis, puis peut-être que ça aura pu t'aider à te faire un avis sur la question. Au contraire, ça va t'embrouiller encore plus sur les possibilités. Mais réfléchis, quoi. L'occasion, c'est pas forcément un mauvais move. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.